merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. La deuxième phase des travaux d'aménagement et de gestion intégrée du bassin versant du Gourou a été lancée. Ce projet est destiné à renforcer et sécuriser le réseau d'assainissement du district d'Abidjan. En marge de cet événement, le maire d'Abobo, Ahmed Bakayoko, initie l'opération de ravalement des façades pour embellir la commune. Le mercredi 8 juillet prochain sera procédé à la démolition des habitations sous l'emprise de Bromakoté dans la commune d'Atekoubé. Cette opération est la suite des travaux de la réalisation du 4e pont. Les ménages et activités impactés par ces travaux ont été indemnisés. L'administrateur chargé de leur réinstallation les a rencontrés. Le coronavirus qui est toujours menaçant, le bilan sanitaire vient d'être dévoilé. Ce vendredi, on dénombre en Côte d'Ivoire 252 nouveaux cas confirmés, 66 nouvelles guérisons. La déclaration du ministère de la Santé dans ce journal. En France, Édouard Philippe passe le flambeau à Jean Castex. Après 3 années comme chef du gouvernement, Édouard Philippe qui a remis sa démission au président Emmanuel Macron ce vendredi a passé la main à son successeur. Jean Castex a salué le travail d'Édouard Philippe. Soyez les bienvenus sur RTI 1. La deuxième phase des travaux d'aménagement et de gestion intégrée du bassin versant du Gourou a été lancée. Le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, la ministre Anne-Désirée Oloto, s'est réjouie de ce projet destiné à renforcer et sécuriser les réseaux d'assainissement du district d'Abidjan. Des efforts sont ainsi consentis par le gouvernement pour assainir l'environnement et surtout améliorer les conditions de vie des populations vivant dans les communes qui recouvrent le bassin versant du Gourou, à savoir Abobo, Adjamé, Cocody et Plateau. Herman Givi. Coup de pioche symbolique de la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne-Désirée Oloto, qui marque le lancement officiel de la phase 2 des travaux d'assainissement dans le bassin versant du Gourou. Le bassin versant du Gourou couvre une superficie d'environ 28,6 km². Il s'étend du nord au sud d'Abobo à l'échangeur de l'Indenier sur environ 9 km, limité à l'est par le prolongement du boulevard Latrille vers le quartier des Deux Plateaux et à l'ouest par la ligne de chemin de fer Adjamé à Niama. Le bassin dispose d'un réseau hydrographique ayant pour débouché la lagune Ébriée via la baie de Cocody. Partenaire financier de la Côte d'Ivoire pour ce qui concerne la deuxième phase de ces travaux, la Banque ouest africaine de développement. Madame la ministre, honorables invités, la contribution de la BOAD au financement du présent programme s'élève à 29 milliards de francs CFA. À ce jour, les engagements cumulés de la BOAD en faveur de la Côte d'Ivoire représentent un montant global de plus de 1120 milliards de francs CFA, tous secteurs confondus, soit 18% des engagements cumulés de la Banque dans l'Union. Ces chiffres démontrent l'excellente vitalité de la coopération entre la BOAD et la Côte d'Ivoire et prouvent l'importance qu'accorde notre institution communautaire au secteur des infrastructures, notamment celui des infrastructures d'alimentation en eau et d'assainissement dans l'Union, et en particulier en Côte d'Ivoire. En quoi consistera la deuxième phase de ces travaux? La deuxième phase va s'attaquer au problème d'eau usée. Vous voyez bien qu'on est en train d'investir des sommes énormes pour la valorisation de la baie de Cocody. Or, ce qui se constate aujourd'hui, il y a des débits importants d'eau usée qui y arrivent et qui sont à l'origine des odeurs. Et donc, dans cette deuxième phase, on va faire en sorte à réduire au moins de 80% les débits d'eau usée qui arrivent dans la baie de Cocody. Le lancement officiel de la deuxième phase des travaux d'assainissement dans le bassin versant du Gourou tombe à pic. Situation de saison pluvieuse oblige, mais également amélioration du drainage des eaux usées en perspective. Aujourd'hui, cette deuxième phase du programme viendra consolider ce que nous avons déjà réalisé au cours de la première phase, tant en ce qui concerne la gestion des eaux usées avec le raccordement des ménages aux collecteurs de base, ce qui permettra donc d'éviter le rejet dans la baie de Cocody de toutes les eaux usées qui descendent depuis Abobo jusqu'au plateau. Nous aurons également, dans le cadre des composantes de ce programme, la réalisation de voies bitumées et d'entretien de voies au quotidien. Tout cela pour nous permettre donc d'améliorer le quotidien de nos populations
dans les quartiers concernés par le bassin versant du Gourou. Il importe que les populations accompagnent ces processus par un changement de comportement. Nous devons vivre autrement avec les déchets pour éviter que nos déchets ne viennent obstruer tous ces canaux qui seront réalisés dans notre propre intérêt. Du matériel informatique et roulant a été de même offert aux structures en charge du drainage, de l'assainissement, de l'environnement pour renforcer leur capacité d'action sur le terrain. La commune d'Abobo fait aussi son grand nettoyage en ces temps pluvieux pour montrer un visage reluisant, radieux. Le maire Ahmed Bakayoko a initié une opération de ravalement des façades des habitations. L'opération va durer 1 mois et elle sera couplée au nettoyage des caniveaux. Les travaux d'assainissement et d'embellissement ont été lancés ce jeudi. Lancine Bakayoko. 2 coups de pelle, une couche de peinture effectuée par le maire Ahmed Bakayoko. C'est le démarrage des opérations de ravalement des bâtiments et de curage des caniveaux dans la commune d'Abobo. Par ces temps d'inondation, il faut anticiper, faire en sorte que l'eau puisse circuler facilement. Et je trouve que c'était un engagement citoyen. Je viens là en tant que maire donner l'exemple afin que toutes les populations citoyennes d'Abobo suivent notre exemple. J'ai souhaité que dans chaque localité, il y ait des brigades de salubrité. Ce projet de salubrité va contribuer à l'amélioration du cadre de vie et du paysage urbain, tout en valorisant l'image et l'attractivité de la commune dans son ensemble. Un projet très attendu par les populations. Lorsqu'on jette les ordures, c'est ce qui a provoqué tout ce qu'on est en train de constater 2 jours. Les caniveaux sont bouchés, l'eau est en train de prendre la voirie. C'est à cause de ce que les ordures ont bouché tous les caniveaux. Plus qu'une simple action de salubrité, cette opération d'assainissement est une opportunité d'affaires pour les artisans de la commune. Quant au linéaire accuré, il avoisine les 5000 mètres carrés. Une centaine de jeunes seront également recrutés pour assurer la continuité du service. Pour Ahmed Bakayoko, Abobo, malgré la modestie de ses habitants, ne peut rester en marge du développement. C'est vrai que les populations d'Abobo ne sont pas des populations très nanties, mais cela n'implique pas qu'on ne peut pas avoir un cadre de vie sain, propre et beau. Donc je souhaite l'engagement de tous et rendez-vous dans quelques mois pour voir les résultats, pour démontrer à la face du monde qu'on peut ici à Abobo faire rêver nos populations en leur offrant un cadre de vie sain, agréable et beau. Cette phase pilote qui va donner fière allure à Abobo devrait durer 1 mois. Les Abidjanais auront bientôt leur 4e pont. Le projet est en marche. Le mercredi 8 juillet prochain donc, sera procédé à la démolition des habitations sous l'emprise de Broma-Côté. C'est dans la commune d'Atekoubé. Cette opération est la suite des travaux, bien sûr, de la réalisation de ce 4e pont. Les ménages et activités impactés par ces travaux ont été indemnisés. L'administrateur chargé de leur réinstallation les a rencontrés. Franck Wadio pour le reportage. Boribana, commune d'Atekoubé. Les traces du récent déguerpissement lié aux travaux du 4e pont encore visibles, en face et séparés par la voie express, Broma-Côté, et des riverains bien inquiets. Lassina est vendeur de pneus. Il fait partie des 42 locataires d'activités commerciales priés de libérer les emprises dans le cadre des prochains travaux d'aménagement du viaduc, et cela dans la continuité des travaux. Et le temps presse. La démolition a lieu le 8 juillet prochain. Bon, actuellement, j'ai à peu près 2000 pneus. Voilà, donc on nous dit qu'on va nous payer, donc on attend cet argent pour prendre les marchandises pour partir. Des magasins, des commerces et des habitations. Au total, 143 ménages et 16 bâtiments ou immeubles concernés. La rencontre avec l'administrateur chargé de la réinstallation des personnes impactées consiste donc à recenser les différentes préoccupations, mais surtout à sensibiliser. Les bâtiments qui sont concernés par ces opérations de démolition, les personnes propriétaires de ces bâtiments ont été indemnisées depuis les mois d'octobre jusqu'à décembre. Les derniers ont été payés au mois de décembre. Donc pratiquement depuis plus de 6 mois, les paiements ont été effectués. Les mises en demeure ont été signifiées aux intéressés et donc nous sommes dans la phase de sensibilisation. Des propriétaires indemnisés,
Mais pas tous les locataires, ils disent leurs préoccupations. Je suis parti faire une réclamation à la mairie technique d'Adjamé. 3 réclamations. Premièrement, ils ont pris, on ne nous a pas payé. Deuxième, ils ont pris, on ne m'a pas appelé. Troisième, ils ont pris sur l'ordinateur. Ils disent qu'ils vont nous appeler. Ils ne nous ont pas encore appelé. Ce sont les personnes, les locataires ménages ou les locataires d'activités commerciales qui n'ont pas encore perçu leur indemnisation. Et nous avons donné l'assurance que, conformément au protocole, la libération de l'emprise est faite lorsque les papes ont été entièrement indemnisés. Et cela va se faire le plus rapidement possible avant le mercredi. Le projet du transport urbain d'Abidjan, PTUA, est chargé de l'exécution des travaux. Il s'agit d'un plan d'action de réinstallation qui comprendra des voies d'accès, des accotements et une bande d'emprise. Les travaux commenceront après l'indemnisation de toutes les personnes impactées. Une dernière tournée de sensibilisation et de contrôle est prévue pour ce lundi 6 juin 2020. Les populations et propriétaires terriens de la commune d'Assini peuvent se réjouir. La mesure de suspension des titres d'occupation des terres du littoral et du pourtour lagunaire de la commune a été levée hier jeudi 2 juillet. L'annonce a été faite par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabanye-Koné, au cours de la cérémonie de remise des documents afférents au plan directeur d'urbanisme de la commune. Cheikh Koné pour le reportage. C'est le 22 mai 2017, sur instruction du Premier ministre, qu'a été décrétée la suspension de la délivrance de tout titre d'occupation des terres du littoral et du périmètre lagunaire d'Assini. Depuis cette date, les transactions foncières dans cette localité ont été gelées. Un manque à gagner pour Sylvain, démarcheur et intermédiaire dans la vente de terrain. Son activité a été fortement impactée. L'activité principale des habitants ici, c'est la pêche. Et aujourd'hui, après la pêche, c'est la vente des terrains. Donc, on vend un peu, les parents vendent un peu, ils gardent un peu, ils vendent un peu, ils gardent un peu. Et depuis cette affaire, ça fait que, d'abord, la pêche ne bouge plus. Donc, c'est sur les terrains que les gens vivent un peu. Aujourd'hui, avec cette levée de la mesure de suspension, c'est un ouf de soulagement pour les populations, mais surtout les propriétaires terriens. Il faut être vraiment sincère, nous avons souffert 3 ans. 3 ans de souffrance pour un royaume qui n'a ni cacao, ni café. Nous ne vivons que de la pêche et de nos terres. Suspendre les terres pendant 3 ans, ce n'est pas chose facile. Aujourd'hui, nous pouvons pousser un ouf de soulagement parce que nous aurons la possibilité de vendre nos terres et faire tous nos papiers comme cela se doit dans la légalité. Par le passé, dans la ville d'Assini, les transactions foncières s'effectuaient dans un désordre, de nature à contrarier les intérêts touristiques et économiques de la région et de l'État, en dotant exceptionnellement la ville d'Assini d'un plan directeur d'urbanisme dont la résultante est la levée de la mesure de suspension. Le gouvernement entend préserver le potentiel touristique de la ville. C'est l'occasion de remercier l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministre pour nous avoir donné cet instrument-là, cet outil. Parce que toutes les mairies n'ont pas cette chance-là. Et nous, aujourd'hui, on a un document de planification qui permet à la fois de suivre la trajectoire qu'on va se donner. Aujourd'hui, avec ce plan, on sait quelles sont les zones qui vont être construites, on sait où vont passer les voies, on sait quel type d'habitat il peut y avoir dans telle ou telle zone. Donc ça donne la possibilité aux détenteurs de droits coutumiers désormais d'opérer des transactions de façon plus sereine sans que cela perturbe l'évolution future de la ville. Assini, ville balnéaire située à 94 km à l'est d'Abidjan, a été érigée en commune en 2018. Elle comptait en 2014 plus de 16 000 habitants sur une superficie estimée à 7 745 hectares. On passe au chapitre défense de ce 20. L'armée ivoirienne, vous allez le voir, s'étoffe. 140 élèves sous-officiers d'active réintègrent cette armée après 15 mois de formation à l'École nationale des sous-officiers d'action d'active NSOA de Boaké. Une fin de formation marquée par une cérémonie solennelle de remise d'épaulettes du grade de sergent. Léon Brou pour le reportage. Exercice de maniement d'armes exécuté par des femmes, 40 au total, qui portent à 139 l'effectif de la 30e promotion de l'École nationale des sous-officiers d'active de Boaké. Tous des Ivoiriens, ils viennent d'achever 15 mois de formation dans les spécialités électricité, électronique, électromécanique, électricité auto, mécanique auto, infirmerie, informatique, musique et secrétariat bureautique.
Aptes donc à intégrer les rangs, ces 139 soldats sont faits sergents de l'armée et reçoivent des conseils d'usage. Je vous exhorte dès à présent à prendre conscience de l'engagement que vous allez prendre devant le drapeau, d'être les meilleurs sous-officiers spécialistes de vos armées respectives, dans le plus exaltant des métiers, celui de défendre et de protéger. Pour insister sur ces valeurs, le chef d'état-major général des armées adjoint explique que la formation des 139 nouveaux sergents intervient dans le contexte de la reconstruction de l'outil de défense, raison pour ces militaires de demeurer des modèles à l'image de leur parrain, feu le colonel Zamblé Kofi Egen, mais surtout d'incarner le renouveau, nom de baptême de leur promotion. Votre renaissance doit consister en un retour aux sources, c'est-à-dire à l'orthodoxie militaire, comme au bon vieux temps où le sens du devoir était un sacerdoce. À ces 139 sous-officiers militaires, le général de brigade André Julien a aussi recommandé le sens élevé du civisme et du patriotisme, tout en faisant de la résilience leur credo et du dévouement leur leitmotiv, et ce, au regard des attentes du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Lassina Doumbia. Militaires comme civils restent solidaires des sinistrés de ces pluies diluviennes qui s'abattent sur notre pays. 2 semaines après le drame causé par les fortes pluies à Anyama, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté s'est rendue sur place aujourd'hui. La ministre Mariatou Kone, vous allez le voir, a assisté à la levée de corps des 17 personnes décédées suite au glissement du terrain au quartier Raï d'Anyama. Patricia Mouitia. Émotion, tristesse et compassion. Moment très douloureux pour ces familles endeuillées par le drame d'Anyama causé par la pluie du jeudi 18 juin dernier. Seydou Bakayoko, chauffeur, 45 ans, a perdu 5 personnes dans ce drame. 5 personnes, madame, c'est lourd, c'est trop. Vraiment, je dis merci au gouvernement. Depuis le début des événements, vraiment, on trouve le soutien du gouvernement. Réconfortés par la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, les 17 familles ont reçu chacune une enveloppe de 500 000 francs CFA par personne disparue. Les soins des blessés et les frais des corps à la morgue ont été pris en charge par le gouvernement ivoirien. Pour le maire de la commune, la sensibilisation pour quitter les lieux à risque continue. Je voudrais rassurer au gouvernement ivoirien et la mairie, nous allons déguerpir tous ceux qui sont installés dans les zones à risque. La sensibilisation que nous faisons chaque année a été accentuée depuis 2018 où les inondations ont commis de nombreux dégâts. Nous ne voulons plus revivre ce que nous avons vécu. Le ministère de la Solidarité, au nom de l'État de Côte d'Ivoire, exprime sa compassion aux familles endeuillées et s'associe aux prières pour le repos de l'âme des victimes. Cette cérémonie d'hommage aux disparus d'Anyama a pris fin à la morgue. Une prière a été dite pour les disparus, suivie de la levée du corps. Pour rappel, suite à la pluie diluvienne du jeudi 18 juin dernier, un éboulement de terrain dans le quartier Ran d'Anyama a endeuillé plusieurs familles. Voilà, la Côte d'Ivoire, solidaire des victimes de ces pluies torrentielles, est au front sanitaire. Le pays engagé dans le combat contre le coronavirus mise sur la sensibilisation pour venir à bout de cette pandémie. Le coronavirus est toujours menaçant. Les chiffres sont tombés. Le bilan sanitaire vient d'être dévoilé. Ce vendredi, on dénombre dans notre pays 252 nouveaux cas confirmés, 66 nouvelles guérisons. Nous écoutons le directeur général de la Santé, professeur Mamadou Samba. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, vendredi 3 juillet 2020, 252 nouveaux cas de Covid-19 sur 1270 échantillons prélevés, soit 19,8% des cas positifs, 66 guéris et 2 décès. Nous avons noté 2 décès dans des établissements sanitaires privés
avec les diagnostics post-mortem de Covid-19. Il s'agit d'une patiente de 57 ans, sans antécédent particulier, décédée le 24 juin, et d'un patient de 67 ans, VIH positif, décédé le 26 juin. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À la date du 3 juillet 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 10 244 cas confirmés, dont 4 726 personnes guéries, 70 décès et 5 448 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 60 652. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Il exhorte les populations, notamment les personnes vulnérables, à réduire le déplacement, à rester confinées chez elles et à respecter les mesures barrières. N'oublions pas que c'est nous qui déplaçons le virus. Voilà, la pandémie n'est pas terminée. Respectons les gestes barrières. Le virus continue de se propager en Afrique, notamment au Ghana. On dénombre 18 134 cas confirmés, 117 décès. En Égypte, 71 299 cas confirmés, 3 120 décès. En Afrique du Sud, 168 061 cas confirmés, 2 844 décès. Au Nigeria, 27 110 cas confirmés, 616 décès. Et dans le monde, on dénombre à ce jour au moins 10 951 467 cas confirmés et au moins 523 100 décès. Continuons donc la sensibilisation et c'est au point presse quotidien du gouvernement ici en Côte d'Ivoire puisque le coronavirus circule encore. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique appelle à la vigilance et au respect des gestes qui sauvent. Il s'agit des gestes barrières. Le maire de Touloupleu, vous allez le voir, a dévoilé sa stratégie de lutte. Francis Boifo. La maladie à coronavirus ou Covid-19 est malheureusement une triste réalité au niveau mondial, africain que local, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, qu'on doit intégrer et agir au mieux pour l'endiguer. Nombreux sont les Ivoiriens ou habitants de ce pays qui en sont confrontés ces derniers jours, soit directement, soit indirectement. Il ne s'agit plus de simples rumeurs. Les victimes sont de plus en plus connues dans notre entourage. À Touloupleu, proche du Libéria, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de nouvelles contaminations à la Covid-19 après plus de 90 jours. Le seul cas déclaré positif il y a plus de 3 mois a été rapidement pris en charge et le patient est guéri. Mais le conseil municipal reste vigilant et continue la sensibilisation. J'ai donc mis l'accent sur la communication par plusieurs supports, le porte-à-porte, la criée par mégaphone, ce qu'on appelle le allô-allô, les réseaux sociaux, les radios locales et les affichages. Par ailleurs, nous sollicitons de l'État des moyens, mais aussi des bonnes volontés. La maladie à coronavirus est mortelle, rappelle le porte-parole de la police nationale, avant de faire le point sur les opérations menées par les forces de l'ordre dans la région de l'Indénié-du-Ablin et de l'Agnébi-Tiassar. Le commissariat de police d'Agboville a interpellé et mis à la disposition du parquet résident dans la journée d'hier 22 individus, dont 3 conducteurs, pour violation de la mesure d'isolement du Grand Abidjan. Le commissariat mixte de Niablé et la brigade de gendarmerie de la ville ont interpellé 33 individus de diverses nationalités pour violation de la mesure de fermeture de nos frontières terrestres. Ils ont par ailleurs tous été refoulés. Le respect des mesures barrières est un moyen efficace de lutte contre la maladie à coronavirus. Les activités sportives vont reprendre, mais dans le respect des mesures barrières, puisque le coronavirus, vous l'avez entendu, continue de se propager. Le ministère de tutelle a donc initié une visite dans les locaux de l'INJS pour s'assurer du respect de ces mesures. Ils ont procédé à la désinfection de l'INJS, nous dit Arsène Kwasi. Avec l'assouplissement des restrictions liées à la pandémie du coronavirus, l'heure est à la relance des salles de sport. Pour s'enquérir de l'effectivité de la reprise, le représentant du ministre des Sports est allé accentuer la sensibilisation et faire quelques recommandations. Nous sommes relativement satisfaits des dispositions qui sont prises. Cependant, nous avons vu qu'il y a
quelques éléments qui manquent. Et c'est l'objet même de cette visite. Ce n'est pas une visite sanction, c'est une visite d'accompagnement. Message bien perçu par l'un des acteurs du sport qui apprécie la sollicitude de la tutelle dans cette reprise progressive. Beaucoup de choses ont été dites sur l'INJS, mais je voudrais rassurer les uns les autres que l'INJS n'a accueilli aucun malade. L'INJS n'accueille pas de malades, mais comme nous avons eu donc des personnes contacts, des personnes qui sont venues de l'extérieur, qui ont séjourné ici, donc c'est pour ça que tous ces espaces sont en train d'être désinfectés pour que les activités reprennent en toute sécurité. Après cette étape, cap est mis sur l'Institut national de la jeunesse et des sports, mais dans un contexte bien différent, celui de la désinfection des lieux ayant abrité des cas suspects de la Covid-19 durant cette crise sanitaire. Il s'agit pour le gouvernement de sauver deux objectifs majeurs. La santé des Ivoiriens, en maintenant l'Institut national de la jeunesse et des sports comme point de transit des cas contacts, mais aussi en maintenant l'année académique des étudiants inscrits dans cet établissement. Cette opération de désinfection de l'INJS va s'étendre durant 2 jours pour le bonheur des pensionnaires qui reprennent les cours lundi. Voilà, au plan politique, l'opération d'enrôlement sur le listing électoral prend fin, vous le savez, le 5 juillet prochain. Avant cette date, le RHDP est sur le terrain et multiplie les sensibilisations axées surtout à l'endroit des nouveaux majeurs. Et dans la commune d'Abobo, 1000 pétitionnaires sont soutenus par un cas du RHDP, Kandia Kamara. On en sait plus avec Walter Amadou Ouattara. Kandia Kamara, député d'Abobo, par ailleurs membre du directoire du RHDP, préside une remise de chèques à la mairie d'Abobo. Il s'agit d'un appui de 5 millions de francs CFA offert par un opérateur économique. Cette aide financière vise à permettre à 1000 jeunes de la commune de se faire identifier en vue d'obtenir la carte nationale d'identité. Il faut aider le gouvernement, comme dans tous les pays développés, ça se passe. Ce sont des entrepreneurs qui aident. Quand on veut aider, on ne va pas aider les gens chez qui ça va déjà, il faut aider les gens chez qui ça ne va pas. Et on a vu que Abobo, c'est l'une des plus grandes communes de la Côte d'Ivoire. C'est là que nous avons décidé pour aider nos jeunes frères et nos jeunes sœurs à s'identifier. Nous, ça nous soulage un peu. Donc, merci à lui. En sa qualité de maire honoraire d'Abobo, Kandia Kamara a traduit toute sa gratitude aux donateurs. 5 millions à un moment extrêmement difficile où, à cause de cette pandémie de la Covid-19, beaucoup d'entreprises sont sinistrées. Au contraire, les entreprises demandent de l'aide au gouvernement. Et au moment où les entreprises demandent de l'aide au gouvernement, M. Sila Issouf et son entreprise choisissent justement cette période pour venir en aide à leurs frères et sœurs de la commune d'Abobo. Quel acte de générosité et de solidarité. Ces pétitionnaires sont également encouragés à se faire enrôler afin de jouir de leurs droits civiques en prenant part aux futures échéances électorales. Toujours sur le terrain politique à l'intérieur du pays, les ministres Konaté Sidiki et Albert Flendé, cadres du RHDP, sensibilisent les populations de la région du Tonkpi. Ils invitent donc les populations à participer au processus de révision de la liste électorale en cours. On fait le point de leur tournée avec notre correspondante Eve Bouy. 1000 chaises et 4 motos offertes à la coordination régionale du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP du Tonkpi. Un don du ministre Vagondo Diomandé, fils de la région, qui consiste à apporter ma contribution au travail gigantesque qui a été confié au Tonkpi, à mes oncles et à mes frères qui sont au devant de la scène politique pour notre région. Dans le Tonkpi, nous sommes un. Nous formons un. L'unité du RHDP dans le Tonkpi s'exprime à travers une tournée menée de front par les coordonnateurs régionaux, les ministres Konaté Sidiki et Flendé Albert. Ici, à Biancouma, les populations sont invitées à participer au processus de révision de la liste électorale. La chefferie traditionnelle d'An et Toura n'a pas manqué de notifier son soutien au RHDP pour toutes les actions de développement dont bénéficie cette région. L'occasion est saisie pour annoncer un événement. Dans 3 semaines, nous allons entreprendre une activité majeure au niveau traditionnel. C'est-à-dire, nous qui sommes les dents, nous sommes les fils des dents. Nous allons venir ici présenter à nos parents
les chefs, la chefferie, toutes tendances confondues, la candidature d'Amadou Gon Coulibaly, qui est un allié des dents. Après Biankouman, les localités de Gbepleu, Zéalé, Zonouyen, Benouin, Danané, Bonné ont reçu la délégation de la coordination régionale RHDP du Tonkpi, avec toujours en toile de fond la sensibilisation pour l'enrôlement sur la liste électorale. Nous avons donc expliqué qu'ils doivent se faire enrôler s'ils aiment le candidat Amadou Gon Coulibaly, qu'ils doivent se faire enrôler sur la liste électorale afin qu'ils puissent le voter massivement demain. Nous avons donné les informations fiables aux parents pour qu'ils sachent pourquoi le RHDP est ce parti fort à l'ouest. Dans le RHDP demain, le parti fort. Dans toutes les localités visitées, les populations ont en outre été exhortées à privilégier la paix et la cohésion sociale avant, pendant et après les échéances électorales. Le ministre Kobena Kwasi Agyubani, coordonnateur régional du RHDP du Kontougo, poursuit son périple. Accompagné de plusieurs cadres de son parti, il multiplie les rencontres avec les populations pour leur faire comprendre l'importance de s'inscrire sur la liste électorale. Mamadou Kwasi. La prorogation de l'opération de révision de la liste électorale fait courir davantage les cadres du RHDP du Kontougo. Le coordinateur régional et ses associés multiplient les périples. Une course contre la montre pour faire inscrire tous les retardataires sur le listing électoral. Mais déjà, il faut lever des obstacles. Aujourd'hui, tout ce que nous avions engagé en termes de jugement supplétif au nombre de 3000 spécifiquement n'ont pas pu être délivrés par l'opérateur et nous sommes toujours à l'attente. Des préoccupations auxquelles le coordinateur régional apporte des solutions. Il assure que tout est mis en œuvre pour permettre à tous les demandeurs de disposer de leurs documents dans le délai. Et dans toutes les localités visitées, les populations ont promis d'accompagner cette opération d'enrôlement avant de traduire leur soutien au président de la République Alassane Ouattara et à son premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le ministre Kobena Kwasi Agyubani a réitéré son appel à l'enrôlement des populations pour la victoire du premier ministre Amadou Gon Coulibaly au soir du 31 octobre prochain. Si nous aimons notre candidat, la meilleure façon pour nous de le prouver, c'est de le voter. Et pour le voter, il faut être inscrit sur la liste électorale. Il faut disposer de sa carte d'électeur, laquelle carte est une sorte de garantie pour parer au coup de tous les adversaires qui s'annoncent. De Tabagne à Soko, en passant par Gouméré et Pintaboroko, le message a été identique. Les délégués sous-préfectoraux et communaux ont été invités à se mobiliser pour faire de la région de Kontougo la première en termes de taux d'inscription de nouveaux électeurs. La coordination régionale RHDP chargée de la jeunesse de l'IFU poursuit aussi la sensibilisation des militants pour leur inscription sur la liste électorale. Le premier responsable de cette coordination était en tournée dans la localité de Pricro. Les explications d'Abou Sanogo. Une tournée du coordonnateur régional RHDP en charge de la jeunesse de l'IFU dans les sous-préfectures du département de Pricro pour échanger avec les responsables locaux des structures spécialisées du parti. Abdoul Awassa a sillonné les sous-préfectures de Kofi à Monkro, Famiokro, Nafana et Pricro pour insister sur l'importance de l'opération d'enrôlement. Nous sommes venus lancer un message à la mobilisation, un message pour que vous, nos mamans, vous puissiez dire à nos frères d'aller faire les papiers parce que nous sommes en train de faire les enrôlements. Dans quelques mois, nous irons aux élections et donc il est important pour nous d'avoir les pièces d'identité. Il est important pour nous d'avoir la carte d'électeur. Des motos et des broyeuses ont été offertes aux populations qui ont saisi l'occasion pour traduire leur reconnaissance au ministre Hamidou Kofi Kwaku, le donateur, et s'engagent à occuper le terrain dans le cadre de l'opération d'enrôlement. La coordination régionale RHDP chargée de la jeunesse de l'IFU compte occuper le terrain à l'effet d'inciter les militants à s'impliquer dans cette dernière phase d'enrôlement. Le mouvement national de soutien pour une candidature unique RHDP, Monasco RHDP, sensibilise du côté d'Agboville les membres et coordinateurs de jeunesse de la région de la Nimitiassa sur l'importance de l'enrôlement des nouveaux majeurs sur la liste électorale. Le reportage de Jean Magagui. À Nangué, département d'Agboville, ce 30 juin 2020, les populations sont en fête.
Elles reçoivent la visite du premier responsable du Monasco RHDP, le mouvement national de soutien à la candidature unique au RHDP. Chez le peuple abé, Abdraman Sissoko est venu exhorter les nouveaux majeurs à s'inscrire sur les listes électorales et expliquer le bien fondé de porter son candidat Amadou Gon Coulibaly à la tête de l'État le 31 octobre 2020. Le message que j'ai porté à la population, c'est que un citoyen doit pouvoir se faire enrôler sur la liste électorale. Et au jour d'aujourd'hui, dans la Niébi-Tiassa, nous atteignons plus de 30 000 enrôlés sur la liste électorale. Notre candidat Amadou Gon Coulibaly, c'est un homme du développement. Vous avez vu la route, le bitumage jusqu'à Séchi. C'est sous sa gouvernance. S'inscrire massivement sur les listes électorales afin d'accomplir son devoir civique. Un message entendu de nombreuses populations qui ont répondu présentes à l'appel du Monasco RHDP. Le devoir civique, il est important. Donc s'il arrive pour galvaniser, demander aux jeunes de se faire enrôler, c'est une bonne chose. En marge de la campagne de sensibilisation, la délégation du Monasco RHDP est allée aussi s'enquérir du bon déroulement de l'opération d'enrôlement dans la sous-préfecture d'Anangué. Elles ont décidé de rejoindre le camp du RHDP. Elles, ce sont les femmes Amazon du Front populaire ivoirien. Elles s'appellent désormais Femmes Amazon pour la victoire d'Amadou Gon Coulibaly. Et ce vendredi, elles sont allées faire part de leur décision au candidat du RHDP, Sidonie Davila. Le combat pour la victoire d'Amadou Gon Coulibaly ne se mènera pas qu'avec les membres du RHDP. Les femmes du Front populaire ivoirien viennent de prendre place à leur côté. Issues de 17 sections, ces femmes Amazon du FPI, aujourd'hui, Femmes Amazon pour la victoire d'Amadou Gon Coulibaly, affichent carte sur table devant Amadou Soumaoro, le président de l'Assemblée nationale, leur pleine adhésion au projet et à la vision du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. La gestion du RHDP est loin de tout discours politique, car cela s'aperçoit avec admiration en la réalisation de plusieurs infrastructures. C'est pourquoi, au constat de tout ceci, nous déclarons avec fierté notre appartenance au RHDP et promettons être désormais des femmes dynamiques et entreprenantes au RHDP. Pour un devoir de mémoire, Amadou Soumaoro a rappelé au cours de ces échanges les réalisations faites par le président de la République, Alassane Ouattara, et son premier ministre. Mener le combat en vue de permettre à Amadou Gon Coulibaly d'accéder à la magistrature suprême, une décision donc qui réjouit le RHDP. Vous avez eu raison de choisir le RHDP. La vision du président est inspirée de la vision du président Félix Houphouët-Boigny. Une Côte d'Ivoire rassemblée, une Côte d'Ivoire unie, une Côte d'Ivoire où quand ses enfants se voient, voilà mon frère ivoirien, voilà ma sœur ivoirienne, avant de penser religion, région et ethnie. Prêtes pour le terrain, ces femmes du FPI, désormais Amazon pour la victoire d'Amadou Gon Coulibaly, disent être engagées et déterminées avec le RHDP pour permettre aux œuvres de l'émergence de se perpétuer. Je vous conduis maintenant à Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne. Là-bas, la maison du PDCI RDA sera réhabilitée. La bâtisse tombée en ruine sera restaurée par la volonté d'un sénateur qui vient de faire don d'un chèque pour financer les travaux d'entretien. Kader Sogodobo. Remise de chèques pour financer les travaux d'entretien de la maison du PDCI RDA à Yamoussoukro. Un édifice de fierté nationale à l'abandon et envahi par la broussaille depuis le décès du premier président du parti, Félix Houphouët-Boigny, en 1993. Cette action est à mettre à l'actif du vénérable sénateur Alomo Paulin. D'abord, on nettoie complètement tout. Et puis qu'on mette en place un comité pour réhabiliter. Parce que quand on parle de Houphouët-Boigny, le premier symbole part d'ici.
Saluant ce geste à sa juste valeur, le porte-parole des cadres de la région du Bélier appelle d'autres bonnes volontés à emboîter le pas au sénateur Alomo Paulin. Empreint naturellement d'émotion, c'est ici que le président Houphouët-Boigny tient son dernier congrès du PDCI RDA, où il avait affirmé que je ne sais pas combien de temps je passerai avec vous, mais ne pleurez pas, ne vous lamentez pas, jeunes et vieux, disciples de mon action, vous êtes là pour continuer l'œuvre. Moi, je ne fais que débroussailler. La maison du PDCI RDA à Yamoussoukro a abrité de grands événements. La Coupe nationale du progrès, le colloque international sur le parti, un colloque présidé en son temps par Henriette Dagri-Diabaté, ex-ministre de la Culture. C'était le reportage de Kader Sogodougou. Les Français ont un nouveau Premier ministre. Édouard Philippe a passé le flambeau à Jean Castex après 3 années comme chef du gouvernement. Édouard Philippe, qui a remis sa démission au président Emmanuel Macron ce vendredi, a passé la main à Jean Castex quelques heures plus tard. À Matignon, les deux hommes ont prononcé chacun un discours après des échanges en privé. Édouard Philippe souhaite beaucoup de réussite à son successeur. Le nouveau Premier ministre Jean Castex a salué le souci constant de son prédécesseur de protéger les Français dans la crise sanitaire de la Covid-19. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Retrouvez Kolo Coulibaly à 23h et demain 13h, Hamza Diaby. Moi, je vous donne rendez-vous à 20h.